Bonsoir à tous, bienvenue à cette rétrospective sur A30 Télévision. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la deuxième fois dans le cadre de votre magazine sur votre chaîne A30 TV, canal 482 sur la TNT. Vous nous retrouverez également sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Nous allons commenter l'actualité de la semaine qui s'achève, une semaine marquée notamment par l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde, les consultations des Nairobi, le déplacement du président de la République pour le Haut-Katanga dans le cadre de recherche des solutions pour le vivre en commun entre le peuple kassaïen et le peuple du Katanga. Le président de la République a également fait un tour en Zambie pour la signature d'un protocole d'accord dans le cadre de la mise en œuvre de la chaîne des valeurs des batteries électriques et des énergies propres et renouvelables. Nous allons commenter cette actualité avec un invité qui nous vient du Congo central. Il est député national Congo central puisque, vous le savez, lundi déjà démarre la campagne électorale pour l'élection des gouverneurs dans les 14 provinces concernées par l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Il s'appelle Deo Nkoussou. C'est donc lui notre invité de ce dimanche et avec lui nous allons commenter l'actualité. Deo Nkoussou, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à Actu30 Télévision. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir comme invité. Nous allons donc commenter l'actualité. Voilà, merci beaucoup de me recevoir ici. C'est un rendez-vous qui se concrétise aujourd'hui, alors que dans ma carrière politique, nous avons eu autant de rendez-vous manqués. Bon, aujourd'hui, c'est bien, je suis là et je suis très honoré d'être ici et surtout d'être interviewé par la grande journaliste que vous êtes. Aujourd'hui, quand Rachel Kichita écrit, il faut la considérer, il faut considérer ses écrits presque comme des passages bibliques. Ne dites pas ça. Je vous assure, je ne pêche pas. J'ai rarement l'habitude de pêcher. Et je vous dis, madame, vraiment félicitations pour cette chaîne naissante. Et comme vous le savez, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Merci beaucoup. Candidat gouverneur pour la province du Congo central. Pourquoi, une première question, vous avez voulu porter votre candidature? C'est d'abord un engagement politique, un engagement personnel, et aussi parce qu'il y a une forte demande de notre population. J'espère que vous allez illustrer cela pendant cette émission. Bien évidemment. Donc partout où je passe, on me dit, papa, il faut que tu reviennes, sur tous les moments. Et la population en général d'ailleurs, et moi-même aussi, vous savez, après mes études en Europe, après mon retour ici, je suis passé par le ministère de l'Intérieur, et même quand j'ai fait mon stage en banlieue parisienne à la commune d'Hermont, à l'époque dirigée par l'un de nos professeurs, à Thomas Louaka et à Toussaint Chilombo, dont il est d'ailleurs le directeur de thèse. Pendant mon stage là-bas, pendant 3 mois, j'avais dit, un stage de 3 mois, j'avais dit, je suis venu apprendre parce que je souhaiterais diriger ma province comme vice-gouverneur chargé de la culture et de l'enseignement. Donc pour moi, c'est un engagement personnel et aussi, je suis fils d'un territorial. Mon père a été chef de secteur de Timansi, là où se trouve un camp de 61 à 62. J'étais encore vraiment enfant, mais aussi bourgmestre adjoint élu démocratiquement. On appelle ça dans la terminologie belge premier échevin. Donc mon père a été élu bourgmestre adjoint de la commune de Nguiringiri en 1965. Cela m'a donné aussi quelque part le goût de la territoriale. Et quand moi-même je commence ma vie professionnelle en RDC, conseiller au ministère de l'Intérieur et vice-gouverneur de la province du Congo central. Donc, on va en parler. Voilà. Merci beaucoup. On va le temps pour nous de prendre d'abord l'actualité de la semaine et puis on parlera de votre candidature. Un an du gouvernement Sama Lukonde, lundi 25 avril 2022. C'était donc le 26 à l'aube de ce premier anniversaire. Les Kinois interrogés ont donné leur avis sur le bilan de l'actuelle équipe gouvernementale. Vous suivrez également la signature du contrat de concession entre la République démocratique du Congo et le Qatar pour la relance de la société
des Transports et des Ports ex-ONATRA. L'accord permettra notamment d'éponger la dette sociale de la République démocratique du Congo. Suivez. Bonsoir, c'est fait. L'Assemblée nationale a investi le gouvernement Sama Lukonde. Le temps passe et oui, le gouvernement Sama Lukonde, déjà à l'aube de son premier anniversaire depuis son investiture à l'Assemblée nationale le 26 avril 2021. Des acclamations qui ont accompagné cette installation du gouvernement jusqu'à ces jours. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Des Kinois interrogés sont plutôt divisés dans leurs avis. Rien ne s'est vraiment amélioré. Les lignes qu'on s'entendait bouger, en tout cas, ça continue à faire du caméléon sur place. Donc, Sama Lukonde et son gouvernement ont encore beaucoup à faire. Nous sommes habitués avec les thèmes de warriors, mais on n'a rien vu de spécial. Rien vu. Bon, ils ont travaillé, mais entre nous, soit dit, je dois te dire la vérité qu'ils n'ont rien trouvé. En principe, il y a beaucoup de choses qui ont été promises, mais non réalisé. Oh, je peux leur côté plus que parfait. Donc ils ont dépassé la moitié, ils ont dépassé les 100%, parce que leurs réalisations se font sentir par la population à travers leurs œuvres. Les warriors ont bien fait. Parce que chacun, quand on suit les émissions à la télévision, chacun a apporté un plus, des choses qu'on n'avait jamais vues dans ce pays. On les vit maintenant. Chaque warrior a fait quelque chose de plus. Le gouvernement Sama Lukonde a été investi à l'Assemblée nationale avec 410 voix sur 412 députés nationaux qui avaient pris part au vote. Les racines se solidifient encore davantage dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le sourire du chef de l'État à ses interlocuteurs en dit long. Ces hommes d'affaires qataris sont à Kinshasa pour concrétiser la volonté de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad et de Félix Antoine Tshisekedi d'établir une coopération économique entre les deux pays. Volonté couchée en forme d'accord lors de la visite du chef de l'État congolais à Doha. Pour cette première manche, ce sont les terminaux à conteneurs de Matadi et Kinshasa qui sont visés pour être remis à flot. Grâce au contrat de concession signé ce lundi avec le groupe méditerranéen Compagnie en présence du chef de l'État, d'intenses travaux de modernisation seront effectués sur le terminal à conteneurs de Matadi, prenant également en compte la zone logistique du port de Kinshasa, question de les rendre compétitifs à l'échelle internationale. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, sa collègue du portefeuille, la vice-ministre de Finances et le directeur général ad intérim de la SCTP ont apposé leur signature au bas du document pour lancer la machine. Outre le MSE, premier armateur mondial dans le secteur portuaire, le fonds d'investissement qatari Maha Capital interviendra également dans cette concession pour aider la RDC à éponger la dette sociale de la SCTP. Une option qui réjouit le chef de l'État du fait que les fonds qui serviront à éponger cette dette ne proviendront uniquement que de la production. Le règlement de la dette sociale va nous permettre aussi d'assainir le passif social, les effectifs pléthoriques du personnel, tout en essayant de donner un coup de pouce à la réhabilitation et aussi au rajeunissement du personnel de la SCTP. Le rapprochement économique entre la RDC et le Qatar est loin, très loin de se limiter au secteur de transport. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé séance tenante la volonté de Doha de faire partir du projet à venir avec la Zambie, destiné à développer une chaîne de valeur dans le secteur minier congolais. Vous avez suivi la réaction des Kinois, des avis partagés sur le bilan de l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde. Est-ce que c'est aussi votre avis? Mon avis est que une année, ce n'est pas beaucoup. Il faut attendre encore un peu, mais sinon il y a des avancées énormes. Dans quel domaine? Sur le terrain. Et tous ces contacts qu'il y a avec le monde extérieur et aussi du point de vue, moi quand je regarde le ministre que je connais le plus, le ministre Modero, travailler dans le domaine du tourisme, je dis que les dividendes, nous les aurons très prochainement. Je vous annonce par exemple dans la ville de Kinshasa,
l'arrivée des bus pour faire promener les touristes dans la ville, comme nous le voyons à Londres ou à Paris et partout ailleurs. Dans un certain nombre de domaines, il y a des mesures qui sont prises, il y a des actes qui ont été posés. Il faut attendre un peu la pose de la première prière à Mwamba pour l'érection de la construction du port à eau profonde. Nous attendons de Banana, nous attendons. Vous voyez vous-même, nous venons de vivre la concession en ce qui concerne la modernisation de nos ports. Moi, j'ai toujours dit les ports de l'ONATRA parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Comme ça, je ne fais pas de confusion entre la poste et l'ONATRA. Donc, je crois que c'est une bonne chose pour nous, pour moi qui suis un élu du Congo central en général et en particulier de la ville de Matadi. Cela va vraiment améliorer le social dans notre province, à Boma comme à Matadi. Ici, je dis bravo. Je m'incline devant le travail que fait le président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, et aussi le ministre des Transports, Chéribert Okenge, qui fait bouger. Beaucoup d'accomplissements également dans le domaine, par exemple, de l'éducation, la mise à la retraite des enseignants. Voilà, madame, vous avez bien fait d'en parler. Et encore que... Notamment la gratuité. Je pense que Tony Mwamba est vraiment à sa place. Il est en train de faire des efforts pour que la gratuité puisse engranger des succès, de plus en plus de succès. J'étais avec lui convié dans une mission qu'il a effectuée dans la province du Congo central, notamment pour évaluer où est-ce qu'on en était avec la gratuité. Et après les nominations d'un certain nombre des inspecteurs provinciaux, de Proved, moi j'ai vu comment il leur a parlé, c'était vraiment très édifiant et que j'ose croire qu'ailleurs il a rencontré un peu plus des succès. Et quand vous parlez des enseignants, il y a également l'augmentation des frais de fonctionnement, il y a l'augmentation des salaires. Au moment où nous parlons, j'ai vu un militaire se rouler par terre dans les réseaux sociaux parce qu'ils avaient été augmentés, ils sont augmentés aujourd'hui des bénéficiaires d'une augmentation de 30%. Le nouveau barème salarial pour les enseignants, par exemple, dans les écoles où s'effectue par exemple la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, on note par exemple qu'un enseignant qui gagnait hier 168 000 francs congolais gagne aujourd'hui plus de 400 000 francs congolais. Vous dites énorme, mais pour certains, ce n'est rien. Ça ne représente pas grand-chose. Parce que ceux qui en parlent ne savent pas d'où l'on vient. Et surtout ce que je voudrais dire ici, il faut faire attention quand même sur le marché, comment le marché va réagir, c'est-à-dire ceux qui vendent, les mamans qui vendent au marché, à tout le monde, quoi. Donc si les commerçants ont une mauvaise réaction, ils vont abusivement, profitant notamment de la guerre en Ukraine, pour augmenter les prix, rejoindre et en fait ce qui peut pousser à ce que la population la masse laborieuse ne puisse pas sentir, notamment ceux qui travaillent pour l'État. Mais à côté de ce qui fonctionne, il y a également des domaines où jusqu'aujourd'hui les Congolais se plaignent. De Nkusu, vous n'allez pas me contredire que les Congolais baignent toujours dans le noir, difficulté d'accéder à l'eau potable, même dans la capitale, les denrées alimentaires qui prennent de l'ascenseur. Aujourd'hui, il est difficile, même avec ces plus de 400 000 francs pour une famille moyenne, on va dire, de se retrouver, de manger à sa faim. C'est pourquoi je viens de vous dire, il faut veiller à tout ça. L'amélioration des conditions sociales des Congolais, une promesse encore non tenue jusqu'aujourd'hui. Vous savez, nous avons aussi un problème de moyens. Nous avons un problème de moyens, Dieu merci, grâce à la diplomatie déployée par le président de la République, on va par-ci par-là récolter de victoires. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut un effort qui soit fait sur le social. Mais moi, je vous assure, madame, par rapport à ce qui est fait, les résultats vont venir et certains sont déjà là. Moi, je fais confiance en ce gouvernement et
j'espère que quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'il faut changer de vitesse. En cyclisme professionnel, on dit qu'il faut changer de braquet. Cela va certainement faire changer aussi les choses. Mais quand vous regardez vraiment les efforts fournis par le chef de l'État, les initiatives qu'il prend, comme il le dit lui-même, je voudrais tant soit peu améliorer vraiment les choses dans ce pays. Et moi, j'ai confiance en lui. Mardi 26 avril 2022, nous diffusons sur nos antennes le climat des affaires qui s'est amélioré en République démocratique du Congo depuis la prise du pouvoir par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qu'a relevé un rapport américain sur les investissements. Ce rapport en avant plusieurs réformes nécessaires enclenchées sous l'administration Tshisekedi. Au Sénat, il y a eu adoption de la proposition de loi portant révision de la loi sur l'agriculture, proposition initiée par le président du Sénat, Modeste Bahati. Lukwebo suivait. Les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration du climat des affaires, apprécié dans un rapport américain sur les investissements. Ces rapports notent plusieurs points positifs qui passent entre autres par le retour de la RDC à la liste de pays bénéficiaires de préférences commerciales offertes par la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, la GOA en sigle. À cela s'ajoute également l'ouverture à l'investissement ou encore une série de réformes nécessaires entreprises sous l'administration Félix Tshisekedi. S'agissant principalement de l'ouverture à l'investissement étranger, ces rapports mettent en avant l'attitude accueillante du 5e président de la RDC à l'égard des investissements directs étrangers, notamment en provenance des États-Unis d'Amérique. Pour ce qui est des réformes engagées sous l'administration Tshisekedi, les rapports indiquent que le système financier congolais reste petit, fortement dollarisé, caractérisé par des bilans fragiles et lourds à utiliser. Cependant, le gouvernement est de ce fait encouragé à entreprendre d'autres réformes nécessaires pour renforcer le système financier, soutenir son expansion et stimuler la croissance économique. Face à certaines accusations contre les gouvernements congolais de favoriser les entreprises d'État par rapport aux entreprises privées en matière de contrats et d'appels d'offres, le rapport américain sur l'investissement rappelle tout de même que le Code du travail de la RDC comprend des dispositions pour protéger les employés et il existe des dispositions légales qui obligent les entreprises à protéger l'environnement. À ces jours, avec la gestion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les scores de la République démocratique du Congo s'est amélioré sur l'indice de perception de la corruption en 2021. Le pays est passé à la 169e place sur 180 pays. Après la présentation la semaine dernière, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est revenu devant ses collègues au cours de la plénière de ce mardi 26 avril pour répondre à leurs préoccupations sur sa proposition de loi portant révision de la loi sur l'agriculture. Proposition qui portait notamment sur la crainte de perdre la souveraineté face à la libéralisation du secteur de l'agriculture. Aux diverses questions des sénateurs, Modeste Bahati a eu des réponses claires. La grande préoccupation, c'était de savoir est-ce que, en ouvrant l'actionnariat, les étrangers ne vont pas envahir nos terres. Je voudrais solennellement dire qu'il n'en est pas question. D'abord, quand nous parlons des investisseurs, c'est à la fois des nationaux et des étrangers. Les étrangers, eux, conformément aux articles 110 et 111, n'ont droit qu'à l'amphithéose, c'est-à-dire que le bail de la terre pour une durée de 25 ans, renouvelable. Donc c'est juste une location de terre, mais la terre appartiendra toujours à l'État congolais. Donc je voudrais que les gens puissent dissiper ces malentendus. Nous ouvrons seulement les vannes pour que ceux qui veulent investir dans l'agriculture viennent et qu'on leur accorde les facilités, les allégements
qu'on puisse créer une banque spécialisée pour financer l'agriculture. Des explications bien accueillies par les élus des élus qui ont déclaré recevable cette proposition de loi. Elle a été transmise à la Commission développement durable, ressources naturelles et tourisme ainsi qu'à la Commission des entités territoriales décentralisées pour examen approfondi durant un délai de 8 jours. Il faut noter que, de toutes les législatures qui se sont succédées, la dernière proposition de loi portée par un président du Sénat remonte de 20 ans. Beaucoup soit amélioration du climat des affaires, oui, mais est-ce qu'on a lutté contre la corruption? Ben oui, bien sûr, vous voyez les efforts qui sont faits par l'IGF, ce sont des qu'on n'avait jamais vus. Il y avait beaucoup de rapports qui étaient bloqués et tous les efforts accomplis étaient anéantis. Aujourd'hui, le président de la République, puisque ce service dépendait toujours de la présidence de la République, mais particulièrement aujourd'hui, le président de la République leur a donné les moyens de travailler et nous sentons que d'ailleurs les rapports sur la corruption au niveau du climat des affaires, on les traduit naturellement. C'est-à-dire que grâce à l'IGF, nous avons gagné quelques places en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Mais on peut faire plus. Moi, je crois qu'il faut d'ailleurs veiller partout, que ce soit en province ou au niveau des provinces, de la gestion des institutions provinciales ou au niveau de l'État central, il faut encore insister sur la lutte contre la corruption, la passation de marché. Je regrette d'ailleurs aujourd'hui qu'on ait accordé la liberté aux gouverneurs des provinces de nommer eux-mêmes les responsables de charger des marchés publics, ce qui est dommage, ce n'est pas ce qui était prévu à l'origine. Et donc, il faut encore mettre un accent particulier sur la lutte contre la corruption et aussi voir à ce qui concerne la fiscalité, comment encourager les investisseurs à venir. Mais ça, c'est un long débat. Ça va venir petit à petit. Il faut que nous nous fassions nous-mêmes confiance avant de voir. Mais aussi, vous savez, les investissements... je veux bien les investissements qui vont venir de l'étranger. Et que dit-on des investissements nationaux, de l'épargne nationale? Parce qu'on n'arrive pas à épargner. Donc il faut former les gens. Hein? Il faut vraiment, du point de vue civisme, dire aux Congolais qu'il n'y a personne qui fera cela à leur place. Mercredi 27 avril 2022, l'élection d'André Mbata comme premier vice-président à l'Assemblée nationale en remplacement de Jean-Marc Kabunda. Dans son mot de circonstance, il a insisté sur l'unité qui doit caractériser la chambre basse du Parlement. À la Commission électorale nationale indépendante, la question de la représentativité des femmes au processus électoral était au cœur des échanges entre le président de la CENI, Denis Kadima, ainsi que le mouvement Rien sans les femmes. Suivez. Le député national André Mbata, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'était lors de la plénière du mercredi. Dans son discours de campagne tenu devant ses collègues députés nationaux, le désormais numéro 2 de la Chambre basse du Parlement a insisté sur l'unité qui doit régner entre les membres du bureau et les élus nationaux. Élu avec 402 voix, l'élu de Dimbelengue, très ému, a rendu hommage au chef de l'État et à son parti UDPS. Je voudrais également dire merci à votre bureau, honorable président, pour ce qui a été fait ce jour.
cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Juste après, s'en est suivi l'installation d'André Mbata par ses pairs. Le tout s'est passé dans une ambiance de convivialité entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition. Une satisfaction pour ses collègues. Vous avez vu le résultat de ce que nous avons fait comme score au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes de l'Union Sacrée. Et donc il n'y a pas d'autre mot qu'il faut ajouter, si ce n'est dire merci à tous de l'Union Sacrée de la Nation et ceux de l'opposition qui ont compris que maintenant nous devons faire une famille pour regarder et saisir à bras le corps le problème de notre peuple. En rappel, André Mbata remplace à ses postes Jean-Marc Aboun qui a démissionné en mars dernier. Une délégation du mouvement associatif Rien sans les femmes a échangé mardi 26 avril avec le président de la Commission électorale nationale et indépendante. Les membres de cette organisation qui milite en faveur de la représentation égalitaire hommes-femmes dans les instances décisionnelles à tous les niveaux de la RDC sont venus exprimer à Denis Kadima Kazadi leurs préoccupations contenues dans un mémo remis au patron de la centrale électorale. Voulant marquer particulièrement cette circonstance pour le raffermissement de rapports entre la CENI et cette association, la délégation a remis à Denis Kadima, comme trace de leur passage, les signes distinctifs du groupe, à savoir un pins en forme d'œil, en plus d'un drapelet et d'un pagne frappé aux couleurs de l'association. Le président de la CENI nous a vraiment rassurés. Et d'ailleurs, nous lui avons dit que pour nous, nous le considérons comme notre champion genre en matière électorale. Il nous a vraiment rassurés de son implication pour que l'aspect genre puisse être pris en compte dans tout ce qui sera fait ici au niveau de la CENI, que ce soit par rapport au personnel, que ce soit dans les prochaines opérations qui seront réalisées. Il s'est vraiment engagé à pouvoir s'impliquer sur tout ce qui sera en faveur d'une représentation plus considérable des femmes dans tout ce qui sera pris en compte dans le processus électoral. Pour la petite histoire, créé en mars 2015, Rien sans les femmes est un mouvement de la société civile qui évolue à l'échelle nationale. Dans ses missions, la défense des droits des femmes, l'élimination de toute forme de discrimination, la mobilisation communautaire à des actions, des plaidoyers au niveau local, provincial, national, voire même international. André Mbata, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale de Nkoussou, vous êtes député national. On va dire que c'était sans surprise, d'autant plus qu'il était candidat unique. Je m'en suis réjoui parce que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, du moins compte tenu du fait qu'il fallait absolument assurer ce remplacement, cette succession. Je crois que c'est l'un de nos meilleurs candidats, et Dieu merci. Pour nous, il a été sélectionné et c'est lui qu'on a retenu. Moi, je suis très heureux parce que j'ai eu à le découvrir encore quand j'étais dans le sillage de son Excellence, Monsieur le Président de la République au Kassai. Il est du Kassai, ce qu'on appelait dans les temps Kassai occidental, et il est du Kassai central aujourd'hui. Je m'en réjouis, c'est un homme du savoir, un homme intelligent. Et il va beaucoup nous aider, je crois, pour tout ce que nous avons à vivre dans les jours qui viennent. Vous voyez, même la sélection de candidatures, s'il était là, je crois que les choses se seraient mieux passées, parce qu'il connaît, c'est un constitutionnaliste. Et comme il a toujours dit lui-même, tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Président désormais ancien président de la commission PRJ. De la commission PRJ, d'ailleurs je viens d'être avec lui dans une séance de travail sur le climat des affaires, encore une fois. Donc c'est un monsieur extraordinaire, il va vraiment nous aider et il sera l'œil, je le crois, l'œil du chef de l'État et ses oreilles aussi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, même si le président Mbosso, que je salue encore, et son bureau font déjà du bon travail. De plus en plus, on parle de la participation des femmes au processus électoral et vous avez vu des femmes qui sont allées faire le plaidoyer auprès du président de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que vous avez l'impression de Nkoussou que les femmes elles-mêmes se donnent complètement et totalement à la politique? Vous savez, la participation de la femme à la politique,
ce n'est pas une mince affaire. D'abord, vous savez, rarement vous verrez dans un couple vendre une maison pour financer les élections et que ce soit la femme qui le fasse. C'est souvent l'homme qui le fait. Et les finances dans un foyer, c'est l'homme. Donc moi je crois que les femmes n'ont pas à se faire beaucoup de soucis. Les hommes genrés comme moi, nous sommes nombreux. Moi j'ai eu par exemple, en 2006, j'étais élu député provincial, mais je n'avais que des suppléantes. Et même quand il s'est agi de mettre une femme, quelqu'un au gouvernement à Toumatouana, j'ai mis une femme qui n'a aucun lien de famille avec moi. C'est par rapport à ses compétences. Elle fut déjà ma conseillère quand j'étais gouverneur à I. Et donc quand elle a été, quand il s'est agi de mettre quelqu'un au gouvernement, j'ai choisi cette femme. Donc les femmes doivent davantage s'engager et s'imposer aussi. Parce qu'il n'y a pas quelque part une machination contre la participation. Mais est-ce qu'il faut explicitement que la loi électorale le dise noir sur blanc aux partis politiques, contraindre les partis politiques pour une représentativité des femmes sur les listes électorales? Les listes électorales qui ne sont pas zébrées dorénavant seront peut-être recalées par la Commission électorale nationale indépendante. C'est-à-dire 50 candidatures femmes, 50 candidatures hommes. Si le parti présente 200 candidats, 100 femmes, 100 hommes, est-ce qu'il faudrait que la loi électorale le dise clairement? Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ça. Je crois qu'ici le président a fait un effort pour augmenter le nombre de femmes au gouvernement. Ce n'était pas forcément. C'est combien déjà? 30%. 30%. Ce n'était pas forcément parce qu'il existe la loi. Je crois que c'est quelqu'un qui veut aussi voir les femmes être au poste de commandement, là où se décide le sort de notre pays. Il faut que la femme qui est aujourd'hui bien formée, parce que moi, ma mère me disait toujours, nous on venait nous chercher à la maison pour qu'on aille à l'école, nos parents ne voulaient pas. Et à chaque fois qu'il y avait une fête et qu'elle devait acheter un costume pour son père, il n'arrêtait pas de répéter ça. Papa, tu m'avais laissé étudier, j'aurais été comme les Kanza et les Maman Nimi et consorts. Donc aujourd'hui, il y a autant de femmes instruites, donc il faut leur donner l'occasion. Mais elles doivent, ça s'arrache. Je crois qu'il faut s'engager davantage. Et quand vous vous engagez davantage, vous devenez incontournable. Justement, parlons de l'engagement des femmes en politique. Vous êtes candidat gouverneur pour la province du Congo central. 22 candidatures au total, dont 3 candidatures féminines. Est-ce que vous serez prêt, vous, à abdiquer pour une candidature féminine? Je n'ai pas de raison. Si j'en avais aujourd'hui, j'examinerais pour qui je pourrais éventuellement laisser ma place. Moi, je suis candidat et je vais aller jusqu'au bout, mais je vous dis que dans ma tête, parce que j'ai déjà presque mon gouvernement dans ma tête, essentiellement constitué des députés provinciaux, donc j'ai déjà combien? 1, 2, 3, sur 10, hein, je crois que facilement j'aurai 4 femmes au gouvernement. Merci. Il est déjà constitué dans ma tête. Jeudi 28 avril 2022, sur les antennes d'Atran Télévision, nous avons diffusé la mission du président de la République, Félix Tshisekedi, dans le Haut-Katanga pour la clôture de la table ronde sur le vivre ensemble entre le peuple kassaïen et le peuple katangais. Le chef de l'État avait à cette occasion échangé avec les chefs coutumiers des deux communautés. En sport, les Léopards appriment un nouvel entraîneur en la personne de Otis Ngoma. Il a été reçu par le président ad intérim de la FECOFAN. À l'occasion, il a rassuré de tout mettre en œuvre pour créer une équipe compétitive. Reportage. En
son séjour à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé le jeudi 28 avril 2022 avec le chef traditionnel de deux communautés du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Cette entrevue a permis aux deux communautés de porter un jugement de valeur sur les débats du jour. Ainsi, au nom de la délégation du Grand Katanga, le chef Sakumu Nandundu a relevé et mis à nu la raison de la pompe de discorde entre les deux parties impliquées dans ces différends. Pour les sons des cloches de la partie kassaïenne, Dixit les chefs Lemé Balemba, l'expression est à la joie de la vie en communauté qui a toujours caractérisé les deux communautés depuis plusieurs années. Au bout de cet échange entre les chefs de l'État et ses hôtes, les deux têtes de proue de deux communautés en face ont salué à juste raison l'implication personnelle du président de la République en bon sapeur-pompier dans l'aboutissement sans casse du chaud différent entre les deux communautés inéluctablement à cohabiter l'une à côté de l'autre tant qu'elle les voudra leur destin de la vie en société. 24 heures après sa nomination à la tête de l'équipe nationale A' de la République démocratique du Congo, l'entraîneur congolais Otis Ngoma Kondi a été reçu en audience le mercredi 27 avril 2022 par le président ad intérim de la FECOFA, Donatien Tshimanga. Au sortir de l'entretien, le sélectionneur des Léopards A' a exprimé toute son assurance de trouver la bonne formule pour relancer ses joueurs, malgré l'arrêt prolongé du championnat national de football en RDC. On arrive dans un cadre qui est un peu difficile, mais maintenant les intelligences font en quelque sorte que si on a passé le diplôme, c'est pour contourner, c'est pour régler tous ces genres de situations. Maintenant on est entraîneur de football, on est scientifique, on saura trouver la meilleure formule, comment est-ce qu'il faut relancer ces garçons-là et qu'est-ce qu'il faut leur donner comme rendement dans un laps de temps, à ce que cette équipe-là soit quand même représentative. Otis Ngoma compte en outre travailler main dans la main avec tous les membres de son staff technique, à l'instar de Pamphile Miayo. Moi déjà au départ, je crois que je suis une personne qui sait fédérer tout le monde. Pamphile Miayo, j'ai eu comme joueur. J'ai eu comme joueur de 2010 à 2012 avec les Léopards en compagnie à côté de Robert Nouzaré. Et en même temps, je l'ai eu comme collègue de 2016 à 2019 parce qu'il était entraîneur à Mazembe et moi j'étais au DCMP. On a toujours eu de très bons rapports tous les deux. Donc travailler maintenant à ses côtés ou que lui à mes côtés, on défend une seule cause qui est la nation congolaise et l'équipe nationale des Léopards. L'actuel entraîneur du Football Club Renaissance du Congo prend la tête d'une sélection de la RDC, 2 fois vainqueur du championnat d'Afrique des Nations en 2009 et 2016. Dans le Haut-Katanga de Nkusu, le vivre ensemble entre le peuple kassaïen et le peuple katangais devenait de plus en plus inquiétant. Le président de la République a fait le déplacement pour trouver une solution. Quant à votre réaction? Je l'en félicite. C'est vraiment une mission qu'il devait absolument faire parce que, vous savez, cette crise intercommunautaire ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai des amis que je laissais en Europe qui nous disent qu'ils étaient ce qu'ils avaient connu à l'époque. Et aussi récemment, vous le savez, en 92, après l'élection du président Etienne Tshisekedi Mulumba, du Premier ministre Etienne Tshisekedi Mulumba par la conférence nationale souveraine, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Donc aujourd'hui, voir le président de la République faire ces déplacements pour racoler les morceaux, je ne puis que l'encourager. Et je crois que sa présence là-bas était vraiment indiquée. Et je crois aussi qu'il faut mettre d'autres mécanismes en place. Comment maintenir la population kassaïenne au Kasaï. Vous savez, moi, notamment dans la création de l'emploi, la création des emplois, la relance de l'agriculture. Moi, je suis rentré avec quelques données que je me proposais de donner au président de la République. Cette occasion-là, à son Excellence Monsieur le Président de la République, cette occasion-là, je ne l'ai pas encore. Vous avez parlé de la création d'emplois. Je n'approfondis pas, mais je vous dis simplement qu'il faut voir comment stabiliser cette population. En 2011, vers la fin de cette année-là, j'avais effectué mon voyage de noces là-bas, au Kasaï occidental à l'époque. Donc j'étais à Kalanga et j'avais
j'avais fait la route de Mbujimaï, mais en fait, j'avais pris... j'étais passé par le lac Mukamba, parce que cette fois-ci, j'étais passé par Mupompa. C'est deux routes différentes à un certain niveau. Et j'avais déjà constaté à l'époque que cela allait se passer, cet exode rural. Moi, je l'avais déjà vu. Madame, je pense qu'il est plus que temps qu'on trouve des solutions d'abord pour garder cette population. Comment la maintenir là-bas? Il faut créer des emplois. Voilà, là où on peut envoyer envoyer des investisseurs ou des investissements même purement congolais. Mais les investisseurs qui ont besoin, commencer par il faut des routes, il faut construire des routes, parce qu'il y a un adage qui dit que là où passe les routes, le développement suit. Absolument. Et aussi, vous avez l'électricité, vu le président aller jusqu'aux chutes de Katende. Okay. Moi-même, j'y suis allé aussi, dans le territoire de Dibaya. Et d'ailleurs, le fils d'Etienne Tshisekedi ne pourra pas échapper pour dire qu'il a réussi son mandat. Il faut qu'absolument, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, nous qui le soutenons, c'est ce que nous souhaitons, il faut qu'absolument que le fils d'Etienne Tshisekedi construise les barrages de Katende. Le développement et du Kasaï central et du Kasaï oriental, et l'espace Kasaï déjà, va commencer par la construction de ces barrages, et aussi dans le secteur public. Il faut créer des emplois publics, madame. Et il y a possibilité de le faire dans certaines de ces provinces-là. Pas forcément énormes, mais dans chacune de nos provinces là-bas, on peut créer facilement 5000 emplois. Je sais dans quel secteur, je le dirai le moment venu. Merci beaucoup. Le ministre de la Santé, attendu au Parlement et plus précisément à la Chambre basse du Parlement, le député Daniel Safou a déposé le vendredi 29 avril 2022 au bureau de la Chambre basse du Parlement une question orale adressée au ministre de la Santé sur les ressources générées par les services d'hygiène aux frontières en République démocratique du Congo. Le député national Daniel Safou a déposé ce vendredi 29 avril 2022 à l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. À travers cette démarche, l'élu des Moamba va avoir des éclaircissements sur les ressources générées par les services d'hygiène aux frontières, services sous tutelle du ministère de la Santé. Poser une question orale avec débat adressée au ministre de la Santé publique. Les problèmes, en bref, nous voulons voir clair si les recettes que réalise un service de ces ministères. Ce pays a beaucoup de sources de revenus qui sont ignorées et mal contrôlées. Il existe le service national d'hygiène aux frontières qui perçoivent les taxes et redevances sur les conteneurs de 20 à 40 pieds à l'importation. Nous voulons savoir où vont ces recettes. Voilà dans un premier temps ce que je peux vous dire à cet instant. Je vous remercie. C'est vrai que plusieurs structures génèrent des ressources en République démocratique du Congo et le député ne pêche pas s'il veut en savoir plus sur le service d'hygiène aux frontières en RDC. Nous avons parmi nos attributions, nos missions, c'est de contrôler le gouvernement. Ça, c'est un exercice normal de la démocratie et là, un député national ne fait que son travail. Bon, je pense qu'à ce stade, nous ne pouvons encore rien dire. J'attends, comme tout député qui se respecte, que ce dossier soit examiné à l'Assemblée nationale en plénière. C'est à ce moment-là que je veux m'exprimer. Et en même temps, vous savez, il y a du désordre parfois à la base et le ministre n'est pas forcément au courant. Parce que c'est comme ça que généralement fonctionne. Alors qu'il est l'homme censé être au courant de tout ce qui se passe, puisqu'ici il y a une bonne coordination avec toutes les 26 provinces. Le ministre est au courant à jour de tout ce qui se passe en frontière. Comme je viens de le dire, attendons d'abord, quand nous serons en plénière, on en saura un peu plus. Et selon ce que j'en sais, c'est que le ministre, l'honorable Daniel Safou, qui est un frère, a suffisamment d'éléments pour aider ces ministères, n'est-ce pas,
à prendre sa part importante dans le budget de notre pays en ce qui concerne la réalisation des recettes comme d'autres services. On a parlé électrification de la République démocratique du Congo, de Yonkousou, lorsqu'on évoquait le développement, la création d'emplois dans les provinces du Kassai. Justement, le président de la République, lors du dernier Conseil de ministres, est revenu sur cette question. Il a insisté sur l'électrification du pays et il a appelé à une bonne structuration de ce secteur. C'était donc lors du dernier Conseil de ministres tenu le vendredi dernier. Entre-temps, le président de la République, après Lubumbashi, a fait escale en Zambie pour la signature de protocole d'accord ou de l'accord de coopération entre son pays et le pays de Hakainde Hichilema pour la mise en œuvre de la chaîne de valeur des batteries électriques et des énergies propres et renouvelables. À Kinshasa, par contre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique était au stade des martyrs avec tous les enseignants de la capitale pour célébrer la journée de l'enseignement. À cette occasion, le ministre Tony Mwaba Kazadi a vanté la gratuité de l'enseignement prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face aux difficultés en desserte en électricité qu'éprouvent nombreux Congolais à travers le pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi a lors de la 51e réunion du Conseil de ministres appelé à une bonne structuration du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Pour le président de la République, l'électrification du pays revêt un caractère prioritaire et fondamental, notamment pour le développement de l'industrie. La situation dans ces secteurs évolue lentement. Cette situation pèse péniblement sur la vie sociale de nos concitoyens et retarde également les développements industriels du pays, cela plus particulièrement dans les provinces nouvellement créées. Une bonne structuration de ces secteurs nous permettra de réduire sensiblement le retard des développements accumulés par notre pays durant plusieurs décennies et de répondre aux grandes attentes de notre peuple. Le porte-parole du gouvernement a en outre révélé que le président a informé les conseils de la proposition de la République de l'Inde à financer l'implémentation des centrales solaires dans quelques villes du pays, dont Mbandaka, Karawa, Mbujimayi et Manono. Entre la Zambie et la République démocratique du Congo, c'est l'histoire d'une relation vieille de plusieurs décennies. L'axe Kinshasa-Lusaka tient bon, avec pour preuve ce vendredi cette troisième visite en terre zambienne du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, en provenance de Lubumbashi. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international Kenneth Kaunda par le ministre zambien des Affaires étrangères à la tête d'un comité d'accueil constitué d'officiels congolais et zambiens. Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du centre de conférence Mulungushi, où le président de la République a été accueilli par son homologue zambien. Hakainde Hichilema et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont par la suite entretenus en tête-à-tête avant de rejoindre la grande salle de conférence pour la cérémonie des signatures de l'accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne des valeurs, des batteries électriques et des énergies renouvelables. Une initiative qui fait suite au DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa en novembre 2021 en présence des deux chefs d'État. Des discours ont ponctué cet événement, mais le temps fort de la cérémonie fut la signature de protocoles d'accord entre respectivement les ministres des Finances, des Mines, de l'Industrie de ces deux pays frontaliers détenant environ 70% des réserves mondiales de cobalt. Cette initiative transformatrice pour la sous-région de l'Afrique centrale et le reste du continent a été saluée par le président congolais, invité à prendre la parole. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continentale, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique.
La même joie a été partagée par son homologue zambien qui a fait remarquer que ce projet ne constitue pas une menace pour d'autres pays, mais plutôt une opportunité pour le développement du continent. Un communiqué final des assises lu respectivement par le ministre congolais de l'Industrie en français et son homologue zambien en anglais a sanctionné ces assises. Les deux États conviennent notamment de mettre en place un cadre de gouvernance dénommé le Conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie et s'engagent par ailleurs à identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie de la chaîne de valeur de batterie devant abriter le projet en RDC, en Zambie ou à cheval entre les deux pays. C'est le stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa qui a été choisi comme cadre pour abriter la célébration ce samedi 30 avril 2022 de la journée nationale de l'enseignement. Nombreux élèves venus du 4 coins de la ville habillés en bleu-blanc ont répondu présents pour la commémoration de cette journée organisée par le ministère de l'EPST. Danse, défilé des élèves étaient au rendez-vous, comme quoi la journée a été véritablement célébrée. Dans son speech prononcé devant quelques membres du gouvernement ainsi que plusieurs personnalités du pays, le ministre de l'EPST a rappelé qu'il y a plus d'une décennie que cette journée n'a pas été célébrée en RDC. Pour lui, sa restauration aujourd'hui revêt une importance capitale. Il n'a pas manqué par la même occasion de vanter des bienfaits de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Beaucoup reste à faire, mais des projets et progrès remarquables ont été accomplis. Les résultats palpables enregistrés depuis 2019. L'année de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans notre système éducatif. Excellences, Monsieur le Président de la République, tout compte fait, ces mauvaises réalisations en étant de temps sont la preuve que l'éducation est au centre de votre quinquennat. Vous avez fait de la gratuité de l'enseignement primaire et de l'amélioration progressive des conditions socio-professionnelles des enseignants votre cheval de bataille. Il faut noter que cette journée a été célébrée autour du thème « Gratuité de l'enseignement primaire, garantie de l'éducation pour tous ». Alors, Déon-Koussou, on a terminé les nouvelles de la semaine. Le tout dernier conseil des ministres, lors de ce conseil, le président de la République insiste sur l'électrification du pays. Le chef donne des ordres. Il faut un suivi. Naturellement. Est-ce que vous avez suffisamment l'impression que les membres du gouvernement suivent les principes édictés par le président de la République ? Mais bien sûr. Nous souhaiterions tous avoir l'électricité. Nous avons des machines à la maison qui deviennent défectueuses parce que l'électricité n'est pas bonne. Je sais, mon ami frère que j'ai connu à Inga même, l'actuel DG, M. Payomou, je crois qu'il est en train de faire... il est en train de travailler pour améliorer les choses, mais je sais aussi qu'à la base... Les choses de l'électrification, vous dites? Je vous dis... Alors que même dans la capitale, de plus en plus, il y a délestage. Au niveau de la base, il y a un certain nombre de soucis. Moi, je vois des gens monter sur des poteaux à 9h, à 19h. Des fois, j'appelle le DG pour savoir qu'est-ce qui se passe en réalité. À travers cette ville de Kinshasa, vous savez, il y a beaucoup de gens que vous voyez dans les poteaux là, ou sur des poteaux, mais qui ne sont pas forcément de la SNEL. Comme on a vécu cela quand on avait encore le téléphone personnel à la maison de nos PTZ. Il y a des câbles d'électricité qui sont vétustes depuis plus de 30 ans, qui ne sont pas changés. Je sais qu'il faut encore améliorer. Moi, dans ma province, à l'époque, quand j'étais intérimaire, j'avais fait les états généraux de l'électricité. Il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on se pose de vraies questions. Pourquoi ça ne s'améliore pas alors que nous avançons dans le temps? Mais est-ce qu'il y a une volonté de ceux qui dirigent la SNEL, ministère de tutelle, pour améliorer la situation, pour changer cette situation? Je crois qu'ils ont naturellement cette volonté-là. Mais comme je vais le dire, l'une des solutions, moi je ferai les états généraux de l'eau et de l'électricité.
par exemple, pour qu'on réfléchisse tous, pour qu'on sache où sont les moyens, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut enterrer aujourd'hui les câbles ou les maintenir comme c'est aujourd'hui sur le poteau? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Moi, j'ai vu des travaux, des turbines, quand j'étais dans l'exécutif provincial au Congo central. Aujourd'hui, c'est telle société, c'est parfois les Chinois, c'est parfois les Américains. Mais est-ce que ces turbines-là ne peuvent pas fonctionner toutes à la fois? Ça n'est pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas? On se pose des questions, on change de DG, mais la situation n'évolue presque pas. C'est qu'il y a quelque chose où l'argent n'arrive pas quand il le faut. Nous étions, quand le président de la République était au Kasaï, à Kananga, j'ai eu beaucoup plus de temps à parler avec les ingénieurs, les jeunes ingénieurs qui étaient là, de la SNEL, qui étaient venus donc faire fonctionner le groupe qui fournit 800 kVA dans la ville de Kananga. Ce n'est que 800 kVA. Quand on leur pose la question, vous sentez quand même qu'il y a un dysfonctionnement dans cette boutique. Donc il faut essayer de changer notre façon de faire. Mais pour moi, je pense aussi que le président de la République vient de créer ANSER, qui doit être une agence nationale en ce qui concerne l'électrification dans les milieux urbains. Voilà. Donc nous attendons impatiemment qu'ils aient des bureaux, parce qu'ils n'en ont pas encore. Ils sont dans les premiers projets. Dans le premier projet. Et ça aussi va changer la vie dans nos campagnes, dans l'arrière-pays. Moi, je compte beaucoup sur ça. Et justement, voilà, au cours de ce conseil des ministres, ça veut dire que la promesse faite aux Kimbanguistes pour reconnaître la valeur de Simon Kimbangu prend forme. Le 6 avril de chaque année sera, je le pense bien, à partir de l'année prochaine, une journée chômée payée telle que voulue par le chef de l'État. Voilà. Au moins pour une fois, pour ceux qui doutent encore de sa volonté de réaliser les choses importantes, parce que ça, pour les Congolais que nous sommes, pour les Noirs que nous sommes, et même si Papa Simon Kimbangu est une personnalité universelle, mais je crois que c'est vraiment une avancée énorme. C'est une grande réalisation. Après la révision de son procès, je crois en 2010, mais aujourd'hui, nous avons ce que le président de la République avait promis, rendre cette journée chômée et payée. C'est grâce à l'abnégation, à la détermination aussi de Madame la ministre du Travail, qui a réuni donc le Conseil national du travail. J'étais là moi-même à l'ouverture. Pour actualiser les jours fériés. À la clôture, pour actualiser. Vraiment, elle a mis les formes, comme on dit en bon français. Et ça fait du bien de savoir que même le président de l'Assemblée nationale, à qui on avait entre autres confié cette mission en Kamba le 6 avril 2021, s'est impliqué aussi à sa manière. Et donc je crois que c'est une joie immense parce que tous les Kimbanguistes l'attendaient, cette consécration. Aujourd'hui, je crois que c'est tous les Congolais qui en sont fiers pour que à partir du moment où on a décidé que cette journée soit payée pour nous, les Kimbanguistes, nous l'appelons le Saint-Esprit, et nous sommes très contents. La reconnaissance, c'est peut-être même, comme nous l'avons toujours pensé, cette reconnaissance va faire en sorte que le Congo démarre. D'ailleurs, quand vous voyez les Kimbanguistes aux affaires, ils se conduisent toujours d'une certaine façon. Mimbeko, Bolingo, Misala. Léon Coussou, on va terminer les 10 dernières minutes, les 10 prochaines minutes de ce journal, rétrospective A30 avec vous, candidat à gouverneur. On va maintenant parler de vous, de votre programme comme candidat à gouverneur. Vous avez été vice-gouverneur depuis mai 2004. Vous avez été vice-gouverneur en 2000. Mon Dieu. Non, je sais.
Merci beaucoup. On va terminer les 10 dernières minutes de Nkusu consacrées à vous, candidat gouverneur pour la province du Congo central. Mais c'est une province que vous connaissez bien, non seulement que vous êtes natif du Congo central, vous êtes élu député national, mais pour avoir exercé dans le passé les fonctions de vice-gouverneur, et vous avez même assumé les fonctions de gouverneur à I pendant presque 10 mois dans la province du Congo central. Donc vous avez été vice-gouverneur de 2004 à 2012, puis vous avez assumé les fonctions de gouverneur intérim de 2012 avril 2012 à janvier 2013. Aujourd'hui, vous revenez comme candidat gouverneur. Qu'est-ce que vous n'avez pas accompli hier que vous voulez aujourd'hui accomplir pour la province du Congo central? Tout à l'heure, je vous ai montré les images, combien de fois je suis accueilli un peu partout dans la province. Et il y a eu une maman qui m'a dit, reviens pour reprendre les choses là où tu les avais laissées. Vous savez, ce n'est pas jeter de l'opprobre sur nos successeurs, mais il y a eu un certain... L'unanimité est faite sur lequel on a senti un certain immobilisme dans ce qui se faisait dans la province. Je reviens simplement parce que je vais retrouver ma province et je voudrais lui faire reprendre le chemin du développement. Qui Salomé Banda Madame, ce n'est pas un simple slogan, ça signifie les changements, ça signifie le développement. Et nous avons commencé en 2004 avec mon ancien gouverneur. Moi j'ai eu la chance de travailler avec le gouverneur de Tsassa Litumba, un grand territorial qui avait commencé sa carrière à l'Est. Aussi j'avais côtoyé Foucault Bunzola, qui fut un collègue, un vice-gouverneur, et aussi Mbadou Premier. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Bacha. Avec lui, nous avons fait un travail, extraordinaire. Depuis que le Congo central existe, c'est pour la première fois qu'on voyait un gouverneur travailler ainsi, accompagné par son petit frère, parce que je l'appelais toujours Mbouta. Je vais faire redémarrer le secteur du social, le développement, des infrastructures, les besoins, satisfaire les besoins sociaux de base, donner l'électricité, nous venons de le dire ici. J'ai organisé en 2012 les états généraux de l'eau et de l'électricité. Donc maintenant, il faut réaliser ce que nous avons pu constater. Il faut mener à bon port les projets que nous avons eus en ce qui concerne l'eau. Je suis d'abord, je réponds à l'appel de la population. Ce n'est pas de la fantaisie ou de l'orgueil, mais partout où je passe, la population voudrait me voir revenir aux affaires. Parce que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, presque 10 ans, les choses n'ont pas évolué, n'ont pas changé. Je reviens parce que je voudrais faire avancer... les choses n'ont pas évolué. Les choses n'ont pas évolué. C'est quand même prétentieux de votre part. On n'a pas construit d'école avec l'argent de la province. Okay. On n'a pas réhabilité les routes de dessert agricole avec l'argent de la province. On n'a pas fait un peu de social. Je voudrais ici parler de frais de participation aux examens d'État. Quand nous sommes arrivés, en tout cas les 2 premières années, l'État était intervenu pour soulager les parents. Il faudra prendre cette fois-ci en compte les territoires qui sont enclavés, Louosi et Kimvula. Nos routes nationales, il faut que il faudrait que le gouvernement pousse le gouvernement central à venir s'occuper de la route de la nationale numéro 16 qui centre Kimvula, de la nationale numéro 12, c'est surtout ça la priorité des priorités, qui part donc de Manterne jusqu'à Mbanzango. Donc c'est la nationale numéro 12, elle dessert donc le bas-fleuve, c'est le territoire de Lukula, le territoire de Tchela, et puis après ça passe par l'Ouosi, et ça reprend les cataractes, vous traversez par Mpioka, ça reprend les cataractes, et
ça reprend donc le territoire plutôt de Mbanzangungu et vous atterrissez donc sur la nationale numéro 1. Donc c'est une route très importante, mais c'est reste que la partie bas fleuve, c'est inacceptable qu'on voit encore aujourd'hui les difficultés qu'éprouvent les usagers de cette route. Moi en tout cas ça me dévore le cœur. Donc ça ce sont des priorités. La route de Sekebanza, ça aussi c'est très important. Et il y a une route, et non de moindre, qui doit être aussi aujourd'hui être ouverte et construite, la route qu'on appelle la passion de Papa Simo Kimbangu, qui part de Mbanzangu jusqu'à Nkamba et qui réduit la distance entre 20 et 22 km. Donc si puisque de l'autre côté on fait à peu près 74 km, en prenant la route de la passion, la route que peut-être prenait Papa Simo Kimbangu quand il faisait Kinshasa, Nkamba Kinshasa, c'est à peine 52 kilomètres. Ça aussi, nous le mettons dans notre programme. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons terminer le stade de Matadi. En tout cas, moi, je voudrais que lors des festivités de fin d'année, que les activités... Si vous êtes le gouverneur. Les matchs de foot, je serai le gouverneur de cette province dans quelques jours. Que le match de football reprenne dans ce stade-là, Patrice Emery. Côté criminalité, tout va bien, insécurité, ou sécurité dans la province? Je prends tout cela en compte. Je vais acheter des véhicules. Ce n'est pas normal. On peut donner des véhicules à donner à qui? Des véhicules à donner à la police et à la territoriale, notamment les bourgmestres. Il faut donner, par exemple, très souvent on donne des motos au chef de secteur, mais il faut en donner au Congo central, il faut en donner au moins 3 par secteur. On peut aller même jusqu'à 5 par secteur. Nous allons acheter des véhicules pour les chefs, pour l'administrateur du territoire, et ses 2 adjoints. Et nous l'avons fait dans le passé, on s'était arrêté aux administrateurs du territoire, ça a commencé sous Tsassa Ditumba. Nous allons aussi faire en sorte que désormais les athées puissent prendre une part active des administrateurs du territoire en ce qui concerne la réalisation de nos recettes, de nos ressources propres, aux côtés de la DGRKC, en tout cas au-dessus de la DGRKC. Si moi je suis gouverneur, quand je serai gouverneur, je mettrai l'AT, parce que c'est l'AT qui est en contact avec la population. Aujourd'hui, c'est peut aussi jouer ce rôle-là. Nous sommes à 2 millions de dollars de réalisation en ressources propres. De la province du Congo. Je n'ai pas forcément les termes exacts, parce que c'est d'abord un faux budget. Quand nous élaborons nos budgets en province, nous prenons en compte la retenue à la source qui est prévue dans l'article 175 de la Constitution. Ça ne se fait pas. Or, les provinces calculent leur budget en tenant compte de ces 40% qui ne sont jamais versés et vous savez, qui ne sont jamais retenus à la source. La réalité, d'ailleurs, nous proposons au niveau de l'Assemblée si on pouvait diviser ça par 2, et si on donne 20% seulement à chacune de nos provinces, parce que nous sommes dans un groupe qu'on appelle les provincialistes, et j'espère qu'ils vont commencer à travailler sans moi. Nous avons déjà les règlements d'ordre intérieur. En tout cas, nous préconisons qu'on donne 20%. Et si on donne 20% à chacune de nos provinces, ces provinces-là pourront se prendre en charge. En ce qui concerne l'enveloppe salariale, les assemblées provinciales pourront se financer à partir de ces 20% retenus à la source, et aussi assurer le développement d'un certain nombre d'infrastructures, les investissements dans la province. Et sans même la caisse de péréquation, qui ne fonctionne toujours pas. Il y a une direction qui a été nommée, mais ils ne perçoivent pas des fonctionnements, ils n'ont pas de quoi mener à bien leur projet. Heureusement, le président de la République a donc eu l'idée géniale du développement des 145 territoires. Donc, pour revenir à mon programme, développement des infrastructures, nous allons faire aussi du social et un certain nombre de projets qui vont toucher directement la population. Je ne veux pas donner tout mon programme ici, parce que vous savez, en politique, si moi je... Sur l'emploi, les jeunes, les femmes, la santé, l'éducation. Je le dirai le moment venu, à partir de lundi, quand nous allons ouvrir la campagne électorale. Vous savez, moi j'ai la chance, ou
j'ai la chance d'avoir déjà eu à exercer cette fonction-là. Donc je ne voudrais pas livrer ici devant tout le monde ce que je vais faire, ce que je vais réaliser. Là, ce sont des idées générales. Je vous dis par exemple à Mwanda, puisque nous avons parlé de l'électrification tout à l'heure, j'ai initié l'achat d'un groupe de 2000 kVA. Je vous ai parlé des Kananga, c'est 14 kVA. Moi, plutôt, je vous ai parlé des Kananga, c'est 800 kVA. Je vous dis que j'ai initié l'achat d'un groupe de 2000 kVA pour Mwanda. J'avais payé à l'époque 15%. Au moment où je vous parle, ce groupe attend une armoire. Donc, tout ce temps, il y a eu ce déficit à Mwanda. Et personne n'a fait aboutir le groupe. Au moment où je vous n'a fait fonctionner ce groupe, au moment qu'il fonctionne avec du gaz, au moment où je vous parle, je suis en contact avec la SNEL, ça ne date même pas d'aujourd'hui. Même quand le chef de l'État a pris ses fonctions, mais à chaque fois, on sent qu'il y a beaucoup de lenteur. Mais je crois qu'il y a maintenant, on a fabriqué une armoire qui va permettre la gestion technique de ce groupe. Vous voyez par exemple ce genre de projet que j'avais laissé là-bas, et j'achète aussi 3 scanners pour chaque district, si tant est que nous puissions parler en termes de district, pour que la prise en charge des malades sera à moitié, en tout cas sera prise en charge une bonne partie par la province, c'est-à-dire un scanner qu'on fait ici à $250, ben nous allons le faire au Congo central à $100, sinon même moins, parce que ça sera subventionné. Vous savez, nous avons beaucoup de rubriques dans notre budget que l'on n'actionne pas, simplement parce qu'on donne d'abord la priorité au mieux-être du gouverneur. Il peut manipuler l'argent de la province comme il l'entend, et nous allons travailler avec l'IGF, que nous avons fait venir déjà dans le temps dans la province. Dites-vous bien, quand j'étais gouverneur AI, j'avais fait contrôler, j'avais fait faire 2 audits de notre régie financière. C'était d'abord un audit de performance, et après j'avais fait un audit de gestion. Vaste projet. Si, extraordinaire. Vaste projet. Et en plus, dans ma tête, je voudrais être celui qui va libérer la province du Congo central. Parce que notre province est moralement conduite par les gens de Kinshasa. C'est-à-dire? Nous sommes dominés par les gens de Kinshasa. Je serai le seul, quand bien même je servirai le chef de l'État, parce que je vais lui donner une majorité là-bas en ce qui concerne son parti, l'UDPS, puisque je vais lui donner une majorité, je voudrais le faire gagner dans ma province en ce qui concerne la présidentielle, mais aussi dans ma tête, tout le monde sait que si Denis Koussou est gouverneur, la province du Congo central, la population du Congo central, qui a tant souffert, va désormais bénéficier de l'argent public de la province. Et je voudrais que les gens me contrôlent et me surveillent. Une femme n'ouvrira pas de magasin, elle ne fera pas Dubaï, elle a déjà suffisamment de travail comme ça, avec le Mbassou parce qu'elle est médecin. Parce qu'elle est médecin dans un hôpital de la ville. Et je vous assure, ma famille ne régnera pas dans la province. Aucun membre de ma famille ne sera ministre, et je ferai avec l'Assemblée provinciale... Vous parlez de la famille biologique ou de la famille politique? La famille biologique. Exact. Et je ferai en sorte que je fasse avec l'Assemblée provinciale l'évaluation et l'exécution et du budget et du programme. Désormais, je suis prêt. Mon salaire sera décidé par l'Assemblée provinciale. Et il pourra être connu de tout le monde. Avant que je prenne mes fonctions, je diffuserai mon patrimoine, j'en ferai la publicité dans les médias, pas seulement auprès de la cour d'appel de Matadi, dans les médias. Et au moment où je quitterai mes fonctions, j'en ferai de même. Et je prends l'engagement aussi
de payer l'appui budgétaire à l'Assemblée provinciale au même moment que je payerai le salaire de l'exécutif. Mais je retiens libérer la province du Congo central du dictat de Kinshasa. Quelle est cette haute personnalité ou ces personnalités qui peuvent dicter des ordres d'ici et exécuter au Congo central? Quand on n'a pas vu des projets se réaliser dans la ville de Kinshasa, dans la province du Congo central, madame, vous pensez quoi? Nous avons des péages là-bas qui ne donnent rien à la province. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne voudrais pas dire ceci. Je demande simplement aux Kinois d'avoir pitié de notre population. Vous savez, par exemple, le péage. Qu'est-ce que les Kinois ont fait? Le péage sur la nationale numéro 1. Qu'est-ce que les Kinois ont avoir dans cette À l'origine, le péage. De quel Kinois vous parlez? Des Kinois lambda, des Kinois qui dirigent? À l'origine, le péage de la province du Congo central devait donner 20% des recettes réalisées à la province du Congo central. Aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, à peine, nous sommes à 145 000 $, sinon 200 000. Je ne pense même pas. Vous voyez, quand, à moins que cela ait baissé, mais à un moment, il s'était plafonné à 4 millions de dollars. Donc moi, mon idée est que la province du Congo central puisse recouvrer ses droits. Et aussi que sur le pétrole, que nous ayons notre redevance pétrolière. Ce n'est pas normal. Le pétrole n'est pas inépuisable. Demain, si nous n'en avons plus, que deviendra Mwanga? Comme on le fait pour le minerai, même pour les générations futures, il faut que l'on paye le pourcentage qu'il faut à la province du Congo central. Très bien. Le bonheur de notre population est à la portée de notre main si de Yonkousou est élu gouverneur. Surtout indépendant. De Yonkousou, vous êtes candidat gouverneur, mais vous n'êtes pas le seul. D'ailleurs, le Congo central est la province qui bat le record en termes de chiffres. Le nombre des candidats gouverneurs, 22 au total pour une province, une assemblée provinciale qui ne compte que 41 députés provinciaux. Comment faire? Madame, si on avait eu le courage, pour ceux qui dirigent l'union sacrée au quotidien, si on avait eu le courage, ou si on avait mis un peu plus de volonté, on nous aurait départagé. Comment on allait le faire? En fixant, en définissant les critères objectifs pour le choix. Madame, vous êtes une femme instruite. Les critères c'eût été être de l'union sacrée, être compétent, avoir de l'expérience en la matière, être un homme capable, un politicien capable de faire gagner le président de la République dans son entité, et aussi les partis de la majorité. En tout cas, moi, ce qui me concerne, d'abord le parti du chef de l'État, qui est donc l'UDPS. Si on avait vraiment mis... c'eût été facile, si on avait fixé des critères. Les critères, c'est simple. Être de l'union sacrée, être compétent. Je mets entre parenthèses, quand je dis union sacrée, c'est-à-dire député, je vais vous expliquer. Être compétent, être populaire et capable donc de faire gagner le président de la République, en ce qui me concerne, faire gagner aussi, donner suffisamment de sièges à son parti dans la province du Congo central. Donc moi, en fait, je réponds à tous ces critères-là. Même rassembler le Bas-Congo, en fait. C'est ça la réalité. Quand je parle de critères être de l'union sacrée et député, parce que ici, il faut le dire clairement, encore une fois, ne nous fatiguons pas, c'est que à l'origine, on a mis, après le changement de majorité à l'Assemblée, on a nommé quelques députés au gouvernement. Après, on a envoyé un certain nombre d'entre eux dans les entreprises publiques. Et quand arrive la nomination de la CENI,
on désigne aussi des députés qui vont donc occuper ces postes-là, vice-président, premier vice-président, deuxième vice-président, et ainsi de suite. Donc, pourquoi, quand on parle de la territoriale, ben voilà, patatras, c'est le blocage. On va chercher des candidats ailleurs qui n'ont pas joué un rôle dans la création de l'Union sacrée. Parce que quand vous prenez un député, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, madame, qu'elle a déjà une certaine légitimité. Quand vous prenez de Yonkusu, ça signifie que même ceux qui ont voté pour mes concurrents dans la ville de Matadi considèrent que le président de la République a nommé un de leurs et qu'il faut le suivre. Mais est-ce qu'il y a un candidat de l'Union sacrée pour le Congo central? Madame, les yeux dans les yeux. Et je suis un homme politique sérieux. Il n'y a pas de candidat désigné par l'Union sacrée dans la province du Congo central. D'abord, c'est avantageux ou c'est désavantageux pour vous? Non, le fait qu'on ait 22 candidats et que parmi trop de démocratie tue la démocratie. Moi, ce que je trouve inacceptable, c'est que quand on sait qu'il y a un président de la République qui a un parti politique, on demande d'abord, parce que la province du Congo central fait partie des provinces stratégiques, qui d'ordinaire, en ce qui concerne le Congo central, est réservé. C'est le président de la République qui décide de qui il va mettre à la tête de cette province. Parce que même économiquement, financièrement, c'est une province importante. Et en plus, contiguë à la ville de Kinshasa, qui a des frontières communes avec l'extérieur. Donc si vous mettez n'importe qui là-bas, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, moi, je pense que si on avait mis des critères, on aurait pu facilement résoudre cela, mais on n'a pas pensé que c'était utile. Et vous savez aussi, il y a des candidatures ça sera la grande bataille. Sans mépriser les gens. Il y a aussi des candidatures fantaisistes, ou des gens qui sont candidats parce qu'ils veulent être ministres et se faire un peu plus connaître. Mes chers collègues candidats, je ne vous méprise pas, mais je dis les choses, j'analyse simplement les choses. Et quand vous avez à côté de vous des candidatures comme des personnalités du Congo central comme Nimon Dantemi, est-ce que vous-même vous donnez une chance d'être élu gouverneur? Moi, je sais que Nimon Dantemi, Mfumeto, c'est une grande personnalité dans notre province. Qu'il soit élu ou pas, en ce qui me concerne, si je suis désigné, si je suis élu gouverneur, je lui réserverai une place dans notre province. Vous savez, la culture Congo a connu un certain recul. Si vous mettez Mbutani Mwananse Minkaka autour de lui, il s'est fait accompagner parce que lui, il est des cataractes. Autour de lui, vous mettez la Lukaya et les bas-fleuves. Je pense qu'il va nous aider à ce que nous puissions nous reprendre et que nous regardions plus un peu nos cultures parce que nous avons des valeurs que nous partageons certes avec d'autres peuples, mais aussi des valeurs qui nous sont propres. Par exemple, quand vous allez voir un cas, moi je sais qu'à l'origine, on donnait d'où on est originaire, on appelle ça les Louvila. C'est-à-dire quand moi j'allais voir un cas, je lui disais déjà, je m'appelle Nkusu Kunzibikawa, je suis Mfumu Mbamba Kalunga. Et quand je dis je suis Mfumu Mbamba Kalunga, il sait que ça fait partie de la lignée de ma Congo. Quand vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas mon Congo. Donc, en résumé, Nkaka doit jouer un rôle important. Vous savez qu'il m'a soutenu en 2012. Il avait fait une déclaration fracassante, mais je suis aussi son petit-fils parce que à 25%, je suis des Louosi. Alors, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question sur le candidat gouverneur Nimon Dantemi. Est-ce à tort le cliché que les Congolais ont de lui? Je crois qu'il faut le connaître. Et aussi, c'est parce que très souvent, quand il y a des revendications, rarement on y apporte des satisfactions. Et le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, vous avez vu, il a bien réagi à certaines
de ses préoccupations. On a vu la première dame aller le rencontrer. Et on voit aujourd'hui qu'un cas s'est un peu tempéré. Et je crois simplement que c'est un homme intelligent, c'est un homme qui compte dans notre province, qui a beaucoup d'adeptes dans notre province. À tous ces jeunes gens aussi, à tous ces hommes et à toutes ces femmes, il faut donner du travail. Parce que moi j'ai eu à discuter avec lui et à m'occuper aussi quand il avait des soucis. En venant à Kinshasa, j'ai beaucoup appris, j'ai tissé des relations au niveau national. Je voudrais en faire bénéficier notre province. Voilà, je termine par là et je sais que ceux qui se sont déjà portés sur ma candidature ne vont pas le regretter. Au premier tour, nous allons peut-être le faire ensemble. Pourquoi pas? Parce que nous serons rejoints par d'autres. Au deuxième tour, certainement. Et dès que nous sommes élus, au lendemain de l'investiture du chef de l'État, je vous en parlerai chacun ce qui les concerne de vive voix. Nous allons réhabiliter notre province. Je vous aime et je vous remercie d'avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Koussou, candidat gouverneur pour la province du Congo central, et bonne chance à vous. Merci. Merci d'être passé sur les antennes. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion et surtout bonne chance à votre chaîne et encore une fois très sincère félicitations. Pour une fois, vous voyez, c'est pas quelqu'un d'autre qui vous a désigné, c'est une femme qui crée sa chaîne. Inch'Allah. Merci au nom de toute l'équipe qui nous accompagne. Ainsi se termine la rétrospective de ce 1er mai 2022 sur les antennes d'A30 Télévision. J'aurai le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain avec le même plaisir, avec un nouvel invité pour commenter l'actualité. Au nom de toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, nous vous disons merci, très bonne suite de programme sur votre chaîne. Vous retrouverez cette émission sur notre chaîne YouTube A30 Télévision, sur la page Facebook d'Actu30, A30 Télévision, mais également sur notre compte Twitter Actu30 Télévision. À très bientôt et très bonne suite des programmes.